Buonasera a tutti voi. Il mio saluto va al magnifico rettore dell'Università della Sorbonne e non posso che farlo con una certa emozione, perché stiamo parlando di un'università che ha costruito la storia della conoscenza in Europa e nel mondo. Esimia fondatrice del Centro Dipartimentale di Studi su Descartes del Seicento, esimi fondatori del Centro d'Études Cartésiennes, nonché membri dell'Istituto dell'Académie Française, esimio direttore del Centre d'Études Cartésiennes, nonché membro dell'Académie des Sciences, des Arts et des Belles-Lettres de Cannes, esimio direttore del Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, egregio direttore di gabinetto della Sorbonne Université, chiarissimi e chiarissimi colleghe e colleghi, cari dottorandi, dottorande e tutti voi qui oggi presenti. Possa il mio saluto attraverso di voi raggiungere le comunità accademiche qui rappresentate, della Sorbonne, dell'Università del Salento, e rafforzare la nostra amicizia, promuovere nuove e più permeanti forme di collaborazione. È per me un grande onore aprire questa celebrazione. È altrettanto grande è il piacere nel dare il più caloroso benvenuto alla delegazione della Sorbonne Université, che ha così fortemente voluto, insieme all'Università del Salento, la realizzazione di questo importante evento. Mi piace sottolineare che siamo riusciti a farlo superando le numerose difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica. Più volte abbiamo dovuto rinviare questo incontro, ma devo dire che guardando questo luogo, questo cielo, ci è andata bene, devo dirlo. E superando difficoltà sia dovute all'emergenza epidemiologica, oltre che alle norme che purtroppo oggi ci impongono questo distanziamento, ci impediscono di abbracciarci, di condividere il forte legame che c'è tra di noi. Non potrebbe comprendersi l'importanza dell'evento odierno se non ci soffermassimo, sia pur brevemente, non vi spaventate, sul percorso che ci ha portato sin qui, sulle vicende che hanno costruito questo legame storico tra i due atenei. Conveniamo, infatti, oggi per il primo dei due incontri bilaterali con cui l'Università del Salento e la Sorbonne Université commemorano i 20 anni della fondazione del Centro Dipartimentale di Studi su Descartes, Ettore Loiacono, in partenariato con le Centre d'Études Cartésiennes della Sorbonne Université. Era il 2 marzo del 1998 e, a dirlo, sembra
molto tempo fa, in realtà io credo che tutti abbiamo la sensazione che questo tempo sia volato, scusate, ma un attimo di vento. Dovete sapere, per chi è nuovo, che il Salento, c'è il detto Salento, l'umar, l'usol e l'uviento. Oggi c'è tutto questo, diciamo, insomma. E dicevo, era il 2 marzo del 98 quando nella sala Maria Luisa Ferrari del Palazzo Codacci Pisanelli, il rettore dell'Università del Salento, il professore Luigi Rizzo, che tutti noi ricordiamo un profondo affetto per quanto ha dato a quest'Ateneo, e le président di Paris-Sorbonne, professor Jean-Pierre Pussot, stipularono la convenzione che andava a rafforzare e formalizzare una preesistente collaborazione, va detto, interistituzionale, già intensa e significativa. Tale convenzione nasceva infatti da una collaborazione scientifica tra l'Università del Salento e l'Université di Paris-Sorbonne, avviata almeno una decina di anni prima e certamente già attiva nel 1987, quando ci fu l'organizzazione del convegno internazionale dedicato al 350° anniversario dello scritto cartesiano, forse diciamo quello più celebre e famoso, il discorso sul metodo e i suoi saggi, pubblicato anonimo da Descartes nel 1637, opera inaugurale della filosofia moderna, va ricordato. Da allora la collaborazione tra i due centri ha portato avanti, senza soluzione di continuità, un'intensa e ininterrotta attività scientifica, congressuale, editoriale, spesso congiunta in collaborazione, che ha segnato la ricerca cartesiana degli ultimi 30 anni a livello mondiale. Un asse, diciamo, Lecce-Parigi. Non è in alcun modo possibile ricordare in questa sede tutti i contributi che questa partnership ha offerto in questa direzione, ma sono certo che lo faranno con maggiore competenza e dovizia di particolari le persone a cui cederò tra breve la parola. E tuttavia sento l'obbligo di citarne almeno alcune, le più significative, quali Echantillon, se mi è permesso usare proprio il linguaggio che fu caro a Descartes dei saggi, di un modello esemplare di collaborazione solida, prolungata nel tempo e nello spazio, fra centri di ricerca, studiosi che li animano e istituzioni che li sorreggono. Come non ricordare la pubblicazione per la collana Il pensiero occidentale del monumentale volume delle lettere per cui Giulia Belgioioso, che ho dinanzi a me, fu insignita del prestigioso Prix Italique, cui fece seguito, per i medesimi tipi, quella delle opere, celebrata in importanti consessi istituzionali, consessi tra cui non posso non sottolineare almeno quelli dell'Ambassade de France in Palazzo Farnese e l'Ambassade de France presso la Santa Sede, o ancora la realizzazione della bibliografia cartesiana prima su supporto cartaceo e poi successivamente online sul sito del Centro Dipartimentale di Studi su Descartes intitolato Ad Ettore lo Iacono, che vede da anni ed anni collaborare strettamente Lecce e Parigi alla realizzazione, alla diffusione del repertorio bibliografico di riferimento degli studi cartesiani. Così come importante, fondamentale è stata la collaborazione nell'organizzazione di importanti congressi scientifici, a partire dall'ultimo, il più recente, il grande congresso sulle passions de l'âme et leur réception, anche esso articolato in 2 sessioni, una italiana e un'altra francese. Altri ed ambiziosi progetti sono tuttora in corso, a sottolineare la vitalità di questa collaborazione, come l'aggiornamento della bibliografia cartesiana online, la realizzazione del Nouvel Index scolastico cartesien, che ha portato ad Unisalento un prestigioso FIRB, un finanziamento quest'ultimo che si aggiunge ai numerosi PRIN presentati in unità leccese afferente al centro cartesiano e sovente costituiti con la partecipazione degli studiosi francesi qui presenti, a testimonianza del costante e vigoroso apporto fornito da questa istituzione anche in termini di premialità al nostro Ateneo, e di questo non possiamo che essere grati.
A questa collaborazione scientifica si è intrecciata, venendone spesso supportata e altre volte fecondandola, un'importante attività istituzionale che ha preso forma, oltre che in un fittissimo scambio di studenti e professori, è la cosa che mi rende più lieto questo, scambio che ha trovato uno dei suoi momenti più alti nel conferimento a Jean-Robert Armogat nel 2012 della laurea honoris causa, nella fondazione di un prestigioso dottorato internazionale bilaterale, che ricordiamo in questa sede perché faremo di tutto per portare avanti nel mio mandato e oltre, perché credo fondamentalmente che questi siano i percorsi di qualità che noi dobbiamo sostenere a livello accademico. E questo, diciamo, anche il dottorato in qualche modo ha contribuito a creare questa forte interazione, ma a questo si è aggiunto una laurea magistrale, altro aspetto fondamentale di collaborazione didattica e scientifica, perché le due cose, l'attività didattica e l'attività scientifica, sono di fatto indisgiungibili. Ebbene, tutto questo ha portato anche a un risultato che va al di là dello sforzo e dei risultati scientifici. Ha fatto sì che i ragazzi che abbiamo formato, i ragazzi e le ragazze che abbiamo formato, un tempo ragazzi e ragazze, oggi sono professori, dirigenti, nell'accademia, in Italia come in Francia, nelle scuole, nelle istituzioni di ricerca. Cioè noi abbiamo in realtà messo in valore quello che è stata un'eredità nel migliore dei modi. È come, perdonate questa, no? È come se noi avessimo utilizzato l'occasione di un grande della nostra storia, della nostra cultura come Cartesio, l'abbiamo utilizzato non soltanto per collaborare, ma che per creare le basi di un successivo sviluppo, quello che dovrebbe essere la conoscenza al servizio dell'uomo, e penso che questa sia una cosa bellissima. Ma questa collaborazione non ha prodotto solo un consolidamento delle azioni scientifiche e istituzionali fra i due atenei, ma anche delle solide amicizie. Quante volte è stato qui? Moltissime volte qui nel Salento. Alla fine è salentino di adozione e lo ringrazio perché anche io sono, come napoletano, un salentino di adozione. E voi sapete bene che fra Napoli e la Francia e Parigi c'è un legame sempre molto forte ed è un legame particolarmente sentito dal popolo napoletano. Dunque sono felice come salentino e come napoletano, devo dire. Ma anche solide amicizie, fondate su reciproci sentimenti di stima e di simpatia, rapporti umani che sono andati a rafforzare quelli scientifici e viceversa. E grazie a questi rapporti umani che oggi possiamo affermare con assoluta sicurezza che questa collaborazione proseguirà e produrrà ancora grandi risultati a beneficio delle due comunità accademiche e delle rispettive comunità nazionali. Ad unirci, è bene sottolinearlo, la passione per la conoscenza, la convinzione che alimentando la conoscenza possiamo assicurare un futuro di prosperità ai nostri popoli e all'intera umanità. Cartesio ci ha unito ed è al suo pensiero, al suo insegnamento che continueremo a ispirarci per i nostri progetti futuri. Voglio porgere i miei più cari auguri al Centro Dipartimentale di Studi su Descartes e il Seicento, riservandomi di estenderli al più presto anche al Centre d'études cartésiennes che a Parigi festeggerà a breve i suoi 50 anni. È chiaro qui che mi sto invitando a Parigi, cioè vengo ovviamente a festeggiarvi a Parigi, ovviamente con tutti i miei colleghi, perché sarà una grande festa questa. E tornando a ringraziare la mia segreteria e il gabinetto della Sorbonne Université per aver contribuito alla realizzazione di questa giornata, passo a lei, magnifico rettore e carissimo collega, la parola, augurandomi che la nostra amicizia possa contribuire a rafforzare l'amicizia e la collaborazione tra le nostre due prestigiose istituzioni. Grazie di cuore.
Monsieur le Magnifico Rettore Pollice, vous êtes gentiment adressé à moi en me traitant de Magnifico Rettore. On n'est pas magnifique à Paris, en France, on est simplement président d'université. C'est une frustration terrible, et donc je vous remercie à 2 mois de ma retraite de m'avoir pour une fois, une seule dans ma carrière de 10 ans, désigné Magnifico Rettore. Plus sérieusement, quand cette invitation a été faite, je n'ai pas hésité une seconde. Je suis désolé, chers collègues, pas pour le centre d'études cartésiennes, mais parce que c'était Lecce. Et que j'ai un souvenir tellement lumineux de mon passage à Lecce il y a 30 ans, que je me suis dit, il ne faut pas rater l'occasion de retourner à Lecce. Et puis, il y a, maintenant que Sorbonne Université a été recréée en rassemblant l'ensemble de ses disciplines, les humanités, mais les sciences, l'ingénierie et la médecine, nous avons d'autres coopérations remarquables entre l'Université de Salento et Sorbonne Université, notamment dans les sciences de la mer. Et Jean-Luc Marion était surpris tout à l'heure quand je lui ai appris que Sorbonne Université était la première université européenne en sciences de la mer, avec nos 3 stations marines de Roscoff, de Bagnoul-sur-Mer et de Villefranche-sur-Mer, et nos équipes parisiennes, avec l'excellente unité de recherche sur l'histoire maritime et l'archéologie maritime d'Olivier Chaline à la Faculté des Lettres, et que cette coopération avec l'Université de Salento, et notamment dans la numérisation des données maritimes, était tout à fait importante. Et puis nous avons aussi, car les difficultés de carrière dans les universités italiennes font que nous avons un très fort contingent de professeurs de physique italiens de très très haut niveau, et nous avons une très forte coopération en physique des hautes énergies. Donc il n'y a pas que le centre d'études cartésiennes, il y a des coopérations sur la durée entre nos universités, et je crois que ça justifierait, à l'occasion d'un voyage que vous feriez à Paris rapidement, et vous serez reçu par ma successeur, la Magnifica Rettora, mais consolider. Oui, ce sera une femme qui sera élue présidente de Sorbonne Université en novembre, mais ce sera l'occasion de renforcer et d'inscrire dans la durée une coopération entre nos 2 universités dans une série de domaines. Pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'exemple même, et assez rare et remarquable, d'une coopération internationale réussie. Et elle a réussi parce que la convention de collaboration que vous avez évoquée a suivi de quelques années le début de la coopération. Et que nous avions des gens engagés dans un travail en commun, et que finalement les institutions n'ont que attesté d'une coopération forte. Et une coopération qui dure de manière aussi riche, aussi soutenue, aussi renouvelée sur presque 40 ans, c'est absolument unique. Et je dois dire que les collègues de la Sorbonne, comme les collègues de l'Université de Salente, qui ont initié puis qui ont continué à porter génération après génération cette coopération soutenue, force l'admiration. Quand je vois que le bulletin cartésien en est à son 50e numéro, combien de revues spécialisées durent si longtemps, si régulièrement et avec un contenu aussi riche. Donc c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, et nul doute qu'il faut qu'on trouve les moyens entre nos 2 universités d'en assurer sans conteste la pérennité et l'avenir. Le mérite, il en vient évidemment d'abord à vous, professeur Giulia Bielojoso, pour avoir eu cette idée folle, cette audace d'organiser ce fantastique colloque international pour le 350e anniversaire du discours de la méthode à Lecce. Il fallait oser, vous avez osé, ça a été remarquable, ça a attiré les meilleurs spécialistes, dont Jean-Luc Marion, et ça a été le début
de la construction de ce travail en coopération qui, bien sûr, a été renouvelé avec de nouveaux directeurs qui en ont pris le relais. Il faut évidemment saluer l'énergie de Vincent Carreau et d'Igor Agostini. C'est une coopération qui est riche dans le domaine des humanités, puisque ça couvre des étudiants de master, des doctorats en co-tutelle, n'est-ce pas, Igor, des publications extrêmement érudites, une revue régulière, des colloques. C'est vraiment un bilan qui est tout à fait prodigieux. Mais je crois que le plus intéressant, et c'est sans doute ça qui fonde la richesse et le dynamisme de votre collaboration, c'est qu'elle repose sur la complémentarité et l'affinité de traditions philosophiques différentes. En Italie, l'étude de la philosophie est riche d'une approche historico-philologique, à l'origine humaniste et érudite, et on étudie les textes philosophiques comme on a les restes du passé glorieux de la Rome et de l'Italie, comme des contemporains. On vit avec, et on les étudie, on les porte. En France, sans doute parce que la philosophie a joué un rôle dans la charnière entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur pendant très longtemps, et a pris la place de la rhétorique. On voit d'ailleurs la place absolument ahurissante, excusez-moi collègues, que l'agrégation tient encore dans la formation des générations de penseurs en France. On analyse les œuvres des grands philosophes, mais pour s'emparer de leur pensée et former une pensée autonome et vivante. Et je crois que le dialogue avec deux traditions philosophiques différentes fait la richesse de votre travail et sa complémentarité. Comme le disait le prédécesseur de Jean-Luc Marion à la chaire de Chicago, Paul Ricoeur, dans l'un de ses livres maîtres, soi-même comme un autre. Et de ce point de vue, c'est très intéressant. Quand Jean-Luc Marion me disait en venant tout à l'heure à quel point l'étude d'Igor avait sur l'œuvre chimique et la pensée chimique de Descartes avait fait progresser la compréhension dans son contexte du processus intellectuel de la construction de la pensée de Descartes, qui n'est pas arrivé tout d'un bloc, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui, mais qui s'est construite avec des hésitations, avec des remises en cause. C'est la construction d'une pensée scientifique et c'est la démarche intellectuelle qui y aboutit. Ce n'est pas le résultat, c'est le chemin que l'on passe. Et je crois que cette étude très importante, qui s'appuyait sur les travaux antérieurs de Jean-Luc Marion, qui les enrichit, qui les prolonge, est très riche et répond aujourd'hui à des questions d'actualité. Quand on voit la situation dans laquelle nous vivons, après cette année de pandémie, où on a tant besoin de remettre du sens dans le débat public, dans le débat citoyen, on a tant besoin de prendre du recul, de comprendre la démarche scientifique. Quand on voit la manière dont les télévisions en chaîne continue, les réseaux sociaux, les politiques souvent, se sont emparés des données très fragmentaires de la science en voulant leur donner une valeur absolue parce qu'ils n'avaient aucune culture scientifique, ils ne connaissaient pas le processus de construction hésitant, itératif de la science. On a besoin de cette réflexion, on a besoin de ce regard, on a besoin d'esprit critique. Et je crois que par le dialogue entre des écoles différentes, entre des cultures, des approches différentes, permet d'aller plus loin et de montrer à quel point Descartes est contemporain, parce que Descartes est vivant et Descartes a construit tout au cours de sa vie un parcours scientifique et qu'il n'y a jamais de vérité révélé, si je puis me permettre, dans la science, et que c'est un processus continu où on approche la réalité changeante. C'est vraiment ça qui est au cœur de la création de Sorbonne Université. Il y avait Paris-Sorbonne, une des toutes meilleures universités de sciences humaines en France et en Europe, l'université Pierre-Marie Curie, qui était la première en sciences et médecine. Si on a voulu créer Sorbonne Université, c'était précisément pour regrouper l'ensemble des savoirs, faire dialoguer ces savoirs sur les enjeux contemporains, sans anachronisme et sans manichéisme.
Et je dois dire que je serais très heureux quand le centre d'études cartésiennes, et dans le dialogue évidemment avec les amis de Lecce, s'intégrera aussi aux grands enjeux de réflexion transdisciplinaire de Sorbonne Université, à travers nos instituts, à travers la vision de penser aux transitions sociétales, à l'avenir soutenable de la planète. On a beaucoup à faire, et sans le regard des philosophes, on n'ira pas bien loin. Donc vraiment, merci infiniment pour avoir construit ce partenariat, pour l'avoir fait durer si longtemps, et je suis sûr qu'il a encore un très grand avenir devant lui. En tous les cas, on en a absolument besoin. Et si ça pouvait être l'occasion d'un renforcement de la coopération entre l'Université de Salente et l'université et Sorbonne Université pour affermir dans son futur ce centre bicite d'études cartésiennes, j'en serais extrêmement heureux. Je crois qu'on aurait servi la culture et le monde. Merci. On passe. Merci. Funziona? Io non so come funziona. Nel programma dovrei parlare, chi parla per primo? E io come faccio? Così? Ok. Credo che il testo francese sia stato distribuito e io comincio con una grande emozione, ma è una grande emozione anche che è diventata più grande dopo aver ascoltato le parole di Messie Chambard e del Magnifico Rettore.
e veramente sono stata molto emozionata oggi di parlare alla presenza non solamente vostra, ma di illustri colleghi, di giovani dottorandi, per commemorare il 23° anniversario della nascita del Centro di Studi Cartesiani. Infatti il 2 marzo del 1998, cioè un po' più di 20 anni fa, e è stato detto, ma lo ripeto, la pandemia ha fatto slittare il tempo della cerimonia, ma non l'ha avuta vinta sulla volontà di mantenere fermo questo appuntamento simbolico e tanto importante. Quindi è il 2 marzo 1998 che nasce il centro, da una follia, un'idea un po' folle. E lo tengono a battesimo i 2 rettori a loro incarica nei rispettivi atenei, il professor Angelo Rizzo e Jean-Pierre Poussou. Qualcuno forse può chiedersi perché mai un centro di studi cartesiani a Lecce. In fondo è stato detto, Messier il Presidente ha detto un'idea un po' folle. E se vogliamo aggiungere una nota di folklore, potremmo anche chiederci perché mai un centro cartesiano in un sud, al quale negli ambienti vicini al filosofo e anche Descartes stesso, quindi guardavano con qualche timore a causa delle malattie dovute al caldo e a non pochi furfanti e malfattori sempre in agguato. Potrei rispondere limitandomi a sottolineare un dato di fatto. Descartes è una figura imprescindibile nella storia culturale dell'Europa moderna, allo stesso titolo in cui Platone, Aristotele e altri grandi lo sono per l'età antica. Non è esagerato affermare che la storia culturale dell'Europa moderna abbia conosciuto un prima e un dopo Descartes. Di lui qualcuno ha scritto che è l'eroe che ricominciò da capo l'impresa. Sarebbe una risposta vera ma generica. In effetti, l'atto formale di costituzione del centro cartesiano, anche questo è stato detto, ma davvero è importante ripeterlo, è la presa d'atto di una collaborazione scientifica che aveva avuto inizio una decina di anni prima, nel 1987. E l'anno, è stato detto, io lo ripeto, in cui, in occasione del 350° anniversario della pubblicazione del discorso sul metodo, l'Università del Salento partecipa con un congresso alle celebrazioni che si tengono in Sorbonne e in altre università in Europa e dappertutto nel mondo. Il congresso di Lecce, prima mi è stato ricordato che a Bologna, per esempio, Maria Franca Spallanzani, che è una collega che ha partecipato spesso alle iniziative nate qui a Lecce, appunto partecipava a questo congresso e quindi aveva comunicato al capo gabinetto del presidente della Sorbonne, appunto, che a Lecce si era organizzato questo convegno. Quindi l'Università di Lecce partecipa con un congresso a queste celebrazioni. Il congresso di Lecce si impone come un tassello importante di un progetto scientifico di rilettura dei testi cartesiani in funzione di una ricomposizione unitaria della figura di Descartes che la storiografia aveva scisso tra il filosofo e lo scienziato, il moralista, il matematico, il fisico, eccetera. Tra Parigi e Lecce il discorso della méthode ridiventa quello che era nelle intenzioni di Descartes e che solo in parte il titolo dichiara. Illustrazione di un metodo, cito, per ben condurre la ragione a cercare la verità nelle scienze, di cui 3 saggi di ottica, meteora e geometria erano la prova, ma anche un testo in cui sono definiti alcuni precetti di morale, in cui sono esposte, ma non senza qualche esitazione, prime meditazioni che sono, cito, tanto metafisiche e così poco comuni che forse non a tutti piaceranno. Quali sono? L'intuizione del cogito, je pense donc je suis, cogito ergo sum, scriverà dopo Descartes, dimostrazione dell'esistenza dell'anima e di Dio, uno stralcio del mondo e un'allusione fugace all'oggi. Mentori 2 giovani studiosi, oggi accademici, Jean-Luc Marion dell'Académie Française, un allievo di Ferdinand Alquier,
e Jean-Robert Armogat, membro dell'Académie des Inscriptions, un allievo di Pier Costabelle, gli studi cartesiani conoscono una rinascita che non posso qui descrivere nel dettaglio, ma che prova la fecondità degli scambi tra studiosi di nazionalità diverse e soprattutto di diversa formazione. Ma non voglio attardarmi sul passato. Il sito Cartesius dà conto in maniera dettagliata del grande lavoro scientifico svolto in poco più di 30 anni di stretta collaborazione attraverso seminari, convegni e pubblicazioni. Queste ultime realizzate prima con un coraggioso editore locale, Gabriele Conte, e poi via via con case editrici nazionali, penso a Bonpiani, e internazionali, ad esempio Brepols. Questa stretta e amicale collaborazione ha visto la partecipazione di amici francesi, a me piace ricordare Jean-François Courtin, e l'appoggio di amici e colleghi italiani. Ricordo in primo luogo Tullio Gregori, Ettore Lo Iacono, ma anche Carlo Borghiero, e più a me prossimi Cristina Fornari, Franco Meschini, Fabio Sulpizio. Tale collaborazione ha reso possibile la costituzione di un dottorato di ricerca, successivamente allargato a Colonia, e di un corso magistrale grazie ai quali studenti di filosofia dell'Università del Salento e viceversa si vedono riconosciuto lo statuto di studenti e dottorandi della Sorbonne e conseguono titoli di studio con valore legale in Italia e in Francia. È stato detto, ma veramente mi fa piacere ripeterlo. Voglio chiudere il mio breve intervento con uno sguardo volto al futuro. Io che posso solo sperare in questo futuro, che del centro cartesiano, ma che non potrò certo fattivamente costruire. A tutti noi qui presenti, mi pare, non possa sfuggire, del resto il magnifico rettore e il presidente della Sorbonne l'hanno detto, che la presenza dei due rettori, proprio come nel 1998, quando tutto è cominciato, non sia da intendere solo come un segno di riconoscimento e di apprezzamento del lavoro sin qui svolto. Ce l'hanno detto e mi pare che questo vada sottolineato. Credo che la loro presenza voglia dire qualcosa di più e a me piace sottolineare, no, che è un incoraggiamento ai colleghi Igor Agostini e Vincent Carrot, che sono gli attuali direttori dei centri parigino e salentino, e a Dan Arvid, che non è qui, ma che insomma il futuro, che questo futuro ancora di più mi sembra rappresentare, a proseguire nella via intrapresa non 23, ma 33 anni or sono. Mi piace in conclusione del mio breve intervento ringraziare i due direttori dell'omaggio del volume a me dedicato, che chiude questa cerimonia. Veramente una sorpresa, anche questo mi ha commosso, non me l'aspettavo, e ne sono profondamente commossa. Mi pare di poter vedere anche in questo un riconoscimento non solo alla mia persona, ma al lavoro svolto alla guida di tanti giovani. Mi piacerebbe, ma non posso nominarli tutti, sono veramente tanti, e voglio ricordare solo Massimiliano Salini, che a molti di noi è molto caro, che con me hanno reso possibile quel che il Centro Cartesiano di Lecce ha realizzato sinora. È questo che mi onora e di questo voglio dire un grazie commosso a tutti quanti vi hanno contribuito. A Monsieur le Président Chambat e al magnifico rettore Pollice, io avevo pensato la chiusura del mio intervento dicendo un grazie per la fiammella di speranza che tengono accesa. Dopo averli ascoltati, a me sembra che non è una fiammella, ma è una certezza che ci sarà da parte delle istituzioni, da parte del Monsieur le Président e del Madame la Presidente che verrà dopo e del Rettore, un reale, concreto sostegno al futuro, a che questo che è stato costruito in questi anni possa essere continuato nel tempo. Grazie, vi ringrazio. Io sono abituato a parlare in piedi, abitudine da predicatore. Et Monsieur le Président, magnifico rettore, le recteur, sì. Funziona meglio così? Bene.
Le recteur a rappelé che j'ai reçu un doctorat de cette université e come sono stato onorato da questo prestigioso laurea un po' fuori termine, e allora mi consente di parlare in italiano. E per iniziare parlerò in latino. Dulcis memoria dierum praeteritorum. C'è un'aula alla Sorbona, la Salle Liard, addobbata come una bomboniera di Limoges, e sul soffitto si staglia nella sua gloria il venerabile rettore Louis Liard, non nudo come un dio greco, ma degnamente vestito della sua toga rettorale, sorretto dalle nuvole e solleticato dalla fama con una palma. E in questo ambiente barocco di fine Ottocento, e in occasione di un simposio su Descartes, al quale il grand'uomo del soffitto consacrò grandi opere, nella primavera 87, ovvero nel 350° anniversario del discorso, intrattenne una conversazione con una grande signora italiana che insegnava filosofia in università del sud dell'Italia, di cui non intesi bene il nome. Non ebbe difficoltà nel convincermi a partecipare, pochi mesi dopo, ad un altro simposio in quell'università del Salento, a Lecce, dove in realtà ero già stato invitato 15 anni prima da Giovanni Crapulli e Giovanni Papulli. Non avrei mai immaginato che questa giovane donna mi avrebbe di lì a breve condotto in una lunga crociera, al punto che si dovrebbe aggiungere un'altra cospicua sezione al viaggio del mondo di Cartesio, la spazzosa satira cartesiana di padre Daniel. Abbiamo infatti percorso per 30 anni tutti i crateri della Luna, il Beckmann, il Mersenne, ma anche il Clerselier, il Picot, il Chanut, la Cristina, il Clauber, il Mori, il Caramuel, il Votius e il Leibniz fino a Kant, e tutta la cartografia per un geografo, tutta la cartografia cartesiana. Abbiamo pubblicato il Cartesio conosciuto, il Cartesio sconosciuto, il Cartesio perduto, il Cartesio dimenticato. Gran parte di questo lavoro è stato reso possibile per l'instancabile energia e pazienza da Gabriele Conte, che era un giovane editore e che è rimasto un coraggioso editore, anche se non è più giovane 30 anni dopo. Tanti ricordi. Igor Agostini, che staccava il becquet di una preziosa copia delle lettere di Descartes nella biblioteca dell'Institut de France, sotto gli occhi iracondi della curatrice. Le lunghe riunioni per far partorire i 3 grassi gemelli Bompiani, gli incontri gioiosi nella mia casetta di San Gregorio al mare, per il mio compleanno a luglio, il 6 luglio, così fate il complimento a me, e soprattutto le intense ore trascorse con i nostri studenti. Abituata all'intimità ovattata del mio seminario alle Hautes Études, è stato a Lecce che ho potuto capire il valore del trasmettere ciò che avevo imparato a menti giovani, entusiaste e curiose, i suoi studenti. E come non pensare con emozione al nostro amico Massimiliano Savini, così brutalmente colpito. Tanti anni dopo, e dopo settimane, mesi di colloqui, seminari, concorsi, dottorato e soprattutto migliaia di ore passate a curare e rileggere migliaia di pagine, resta un dolce ricordo. E costante che grazie al sole di Lecce, all'accoglienza della sua università e dei carissimi colleghi, all'instancabile ospitalità studiosa di Giulia Belgiojoso, abbiamo potuto per qualche decennio nel centro dedicato alla memoria di Ettore Loiacono sperimentare questa doppia felicità cara a tutta l'umanità, docere e delectare. Grazie.
marche, non? Ça va, ça va, ça va. Oui? Bon, parfait. Monsieur le recteur, Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, je voudrais très rapidement expliquer l'un des résultats de ces 40 ans de travail commun, ou à peu près, 40 ans à peu près de travail commun vraiment. Ces résultats ont une dimension cartésienne, puisqu'ils portent sur le moment cartésien de la philosophie, et elles ont aussi indissolublement, je le crois, une valeur méthodologique. Et je voudrais insister sur ce point. Lorsque s'est mis en train le travail sur Descartes, je dis s'est mis en train car il n'a pas été décidé. Lorsque s'est mis en train le travail sur Descartes, je pense que il répondait comme une contrainte à une exigence intellectuelle forte, dont nous ne mesurions pas la portée. En 1970 et 71, quand fut esquissée la première version du bulletin cartésien, avec M. Costabel, M. Armogat, moi-même et quelques autres, nous étions frappés disons-le, de l'ignorance satisfaite des interprètes français de Descartes. J'entends par ignorance satisfaite, non que nos grands maîtres fussent ignorants, mais ils étaient convaincus que Descartes était connu. Et le problème qui se posait, c'était de savoir la portée de la pensée cartésienne supposée connue dans les débats postérieurs à Descartes et contemporains. Est-ce que Descartes avait partie liée à l'idéalisme? Est-ce qu'il était au contraire un scientiste? Est-ce qu'il était irréductiblement marginalisé par les pensées de l'histoire? Telles étaient les questions. Et ce qui était présupposé par nos illustres maîtres, à qui nous devons beaucoup, c'était deux choses. Descartes est un penseur français et c'est un penseur que nous connaissons. Et les différentes orientations intellectuelles que représentaient ces jeunes gens, je mets le père Costabel parmi ces jeunes gens, étaient au contraire que beaucoup de choses étaient inconnues chez Descartes, étaient profondément mystérieuses. Pour mon compte, j'avais été frappé par la contradiction évidente qu'il y a entre sa théorie de la science et la création des vérités éternelles. Il y a une contradiction. Il ne faut pas la caché. Mais d'autres étaient frappés par le fait que Descartes était à la fois un scientifique, un philosophe, dans les deux cas innovateur, et qu'il connaissait infiniment plus de théologie que l'ignorance radicale socialiste qui régnait à la Sorbonne ne pouvait l'imaginer. Et donc que sans connaître cet arrière-fond, on ne pouvait pas le connaître du tout. Alors nous étions aussi frappés du fait que des travaux importants dans des langues qui n'étaient pas le français, en l'occurrence en allemand et en italien, c'est les premières choses qui les avaient frappés, puis même aux États-Unis, n'étaient pas assimilés par la recherche française. Il y a donc eu un étonnement entre ce que l'on pouvait savoir de Descartes, ce que l'on devait savoir de Descartes, ce qu'on devait avouer ne pas comprendre. Et il fallait, en quelque manière, ouvrir les vannes qui avaient été fermées. Descartes est un penseur français, mais ça n'est pas la France, contrairement au titre d'un ouvrage malheureux qui avait eu quelques succès à Paris. Et Descartes est aussi, comme tous les grands initiateurs, beaucoup plus complexe que ses successeurs qui croient le résumer. Lorsque Giulia Begioso a lancé, quelques années plus tard, en 87,
le grand colloque sur le discours de la méthode pour en fêter le 350e anniversaire. Elle a, en quelque manière, repris notre étonnement, mais en le rendant concret, en faisant à Lecce converger une nouvelle génération de chercheurs internationaux où il apparaissait très clairement que Descartes n'appartenait pas aux Français, ou du moins n'appartenait pas de droit aux Français. Et donc, l'initiative de Giulia Belgiojoso a été la juste, je ne dis pas réponse, la juste vérification de ce que nous avions tenté dès le début. Alors, ceci a produit deux ouvertures méthodologiques, l'une que j'appellerais horizontale et l'autre que j'appellerais verticale. Horizontale. D'abord que la recherche doit se faire au-delà des frontières. Non pas dans un internationalisme abstrait, mais dans le fait qu'il y a des traditions d'histoire de la philosophie et de philosophie qui peuvent aborder les grands auteurs, il n'y en a pas beaucoup, dans toutes leurs dimensions, et il est requis qu'il y ait plusieurs écoles et plusieurs traditions philosophiques pour rendre accessible un grand auteur. Kant n'est pas un philosophe allemand, Descartes n'est pas un philosophe français, Aristote n'est pas un philosophe grec, et Hume est un philosophe, Locke est un philosophe anglais. Je veux dire par là que tout grand philosophe doit mobiliser toutes les possibilités d'interprétation. Alors, pour nous, Français, l'une des découvertes, enfin pour moi c'était une découverte, fut l'approche italienne. Les Italiens ont sur nous plusieurs avantages et autant de responsabilités correspondantes, en ce sens que la philologie classique leur est consubstantielle. Ils sont les maîtres dans l'édition des textes modernes, j'entends moderne à partir du XIIIe siècle, des textes modernes. Ils sont en particulier les seuls, sans doute en Europe, à comprendre ce que l'on appelle la Renaissance et qui est si difficilement accessible, par exemple, aux historiens français. Et justement, Descartes est celui qui doit être pris dans ses origines, et ses origines, c'est justement ce que les Français ne connaissent pas bien, à savoir le XVIe et le XVe siècle. Or, nos amis italiens, avec leurs maîtres qui ont été évoqués, et je suis heureux d'évoquer ici la mémoire de Tullio Gregori, savent lire ces auteurs, les faire lire, et ils ont remis Descartes dans son véritable chemin, dans sa généalogie explicite et implicite, et ils nous ont fait redécouvrir Descartes. Et par le même biais, nous avons pu commencer à interpréter conceptuellement, philosophiquement, des auteurs comme Montaigne. Donc l'Italie nous a appris à lire les textes de Descartes, et quand nous ne pouvions pas les lire, à les rétablir, et quand nous l'avions rétabli, à recommencer à les traduire. C'est un travail qui est en cours, qui n'est pas fini, et peut-être à les annoter. Je terminerai sur ce point. Il n'y a pas d'édition annotée sérieusement des méditations de Descartes. C'est incroyable et c'est ainsi. J'entends annoter sérieusement, ne fût-ce que de reconstituer toutes les citations implicites que Descartes fait de la Vulgate, de la poésie latine et d'auteurs, pour nous minores, pour lui essentiels. Eh bien, cette patente défaillance de la suffisance des interprètes de Descartes pendant très longtemps devra être un jour comblée, et nous le devrons à l'école des Italiens. De la même manière, il faut intégrer dans la lecture de Descartes le point le plus difficile,
Le point le plus difficile, c'est qu'il n'est pas seulement philosophe. Ou bien, quand il a une activité scientifique, il l'amène avec des intentions conceptuelles et philosophiques. On n'a pas le droit de séparer l'un de l'autre. Or, c'est ce qui a été fait pendant très longtemps. Et nous sommes en retard actuellement, mais nous progressons pour lier ce qui, on le rappelait tout à l'heure, reste un problème fondamental. Est-ce que l'avancée des connaissances positives dans les sciences peut être normée par du concept? Ou est-ce qu'il y a un divorce irrémédiable entre les deux? Est-ce que la technologie se déploie sans méditation? Dans le cas de Descartes, les deux n'ont jamais été séparés. Pour nous, il est presque évident que les deux sont séparés. Il est bien clair que le jour où nous pourrons réintégrer les deux aspects de Descartes en une seule figure, nous aurons progressé dans la compréhension de Descartes, mais nous aurons aussi apporté une contribution, comme vous la souhaitiez, Monsieur le Président, au débat contemporain. Internationalité, interdisciplinarité, élargissement du champ des savoirs, ce sera le dernier point de la dimension horizontale, et je reviendrai ici sur le fait que Descartes non seulement ne peut pas être lu sans tenter de relier la philosophie et les découvertes scientifiques, mais il faudrait, pour vraiment prendre la mesure de son travail, tenir compte de son rapport à la poésie, qui lui fut un point de départ et qui lui reste essentiel, et évidemment tenir compte de son inscription dans les débats théologiques. Ces deux choses sont à peine esquissées, et elles sont essentielles. Passons maintenant à ce que j'appellerais la dimension verticale. Ce que nous avons très concrètement et longuement découvert et éprouvé, c'est que les grands, peu nombreux, et très grands, donc peu nombreux philosophes ne peuvent jamais se lire dans les limites de leur œuvre visible. Les grands philosophes apparaissent non pas à leurs contemporains, non pas à leurs commentateurs universitaires sérieux et dévoués, mais besogneux, ils ne sont compris que par d'autres très grands philosophes. C'est-à-dire très souvent, les difficultés qu'on trouve chez un philosophe tiennent aux limites des capacités de son interprète, ce qui est d'ailleurs bien naturel. Donc comment peut-on, n'étant pas un très grand philosophe, c'est quand même le cas de la majorité des interprètes, comprendre Descartes? Réponse, en s'appuyant sur ce que les successeurs de Descartes ont compris de Descartes. Car même s'ils font des erreurs de citation, même s'ils ont des partialités idéologiques, ils sont quand même plus intelligents que tous les interprètes communs. C'est-à-dire que Kant, qui avait mal lu Descartes et très peu, ou Hegel, sont quand même excellents sur Descartes quand ils disent quelque chose. Et quand ils se trompent, cela même est instructif. Alors nous avons découvert qu'il fallait réintégrer dans l'interprétation de Descartes l'interprétation qu'en ont donnée ses grands successeurs. Et nous sommes ainsi remontés, évidemment jusqu'à Kant, c'est tout à fait clair, mais au-delà. Nous avons fait des sessions sur l'idéalisme allemand, interprète de Descartes, la phénoménologie de Husserl et de Heidegger, interprète de Descartes, jusqu'à Lévinas, mais aussi, nous avons parlé de Nietzsche, interprète de Descartes, etc. Ce faisant, nous avons, en quelque manière, rehaussé, nous nous sommes haussés au niveau spéculatif que Descartes avait atteint. Et c'est ainsi que s'est posé, et ça s'est fait aussi en collaboration avec nos amis italiens, je pense au travail qui est fait par l'Université de Bari et la revue, les publications régulières de Quaestio, nous avons posé la question du rapport de Descartes avec l'élaboration de la métaphysique scolaire et de la question de l'ontologie.
ce qui change considérablement la portée de Descartes, qui a permis, du coup, de mettre en rapport Descartes avec l'héritage d'Aristote au Moyen-Âge. Et ce travail a fait que, très naturellement, des grands médiévistes, comme Alain de Libera ou Jean-François Courtine ou Olivier Boulnois, se sont joints à leurs équivalents italiens et internationaux pour remettre Descartes dans une continuité, ce qui ne veut pas dire dans un accord, avec la tradition de la philosophie gréco-romaine, ce qui avait été absolument banni dans l'interprétation moderne de Descartes. Telle est la dimension, si je puis dire, verticale. C'est-à-dire qu'il y a une contemporanéité des grands philosophes entre eux, non dans les réponses, mais au moins dans l'histoire des mêmes questions. Et sans ce travail de mise à niveau des grands sommets les uns vis-à-vis des autres, aucune perspective ne peut se dégager. Et ceci, nous l'avons appris grâce, en grande partie, aux colloques internationaux que nous avons faits et grâce, évidemment, à ce qui les a rendus possibles, c'est-à-dire l'étroite collaboration suivie de les deux centres de Paris et de Lecce. La conséquence méthodologique, la dernière qui me servira à la conclusion, est la suivante. On peut s'étonner, se réjouir et être surpris à la fois du fait que, comme le bulletin cartésien, cette aventure se dirige gentiment vers son demi-siècle, ce qui est quand même rare dans les institutions de recherche qui, la plupart du temps, sont fondées par un grand maître et qui s'étiolent quand ce grand maître disparaît. Eh bien, nous n'en sommes plus là, puisque nous avons déjà de nombreuses générations de responsables de ces centres de recherche, et je suis déjà dépassé depuis au moins deux générations, et c'est très bien. Alors pourquoi est-ce que cette longévité, elle est d'autant plus étrange que, comme vous l'avez rappelé, comme l'ont rappelé le recteur, monsieur le recteur magnifique, et notre président néanmoins magnifique, l'accompagnement, si je puis dire, administratif de cette collaboration est venu en retard, après que cette collaboration ait déjà porté ses premiers fruits. Je crois que ceci doit nous inviter à nous demander comment doit s'organiser la recherche. La tendance actuelle est d'organiser la recherche comme, si je puis dire, un projet industriel et économique. C'est-à-dire, on veut produire un produit, on définit les caractéristiques de ce produit, puis on met en marche un bureau d'études qui va finir par industrialiser le concept, comme on dit, et on aura le produit final. Donc c'est à partir des besoins déjà connus, répertoriés, avec des projections, évidemment, de lignes qui s'insèrent, qui se fixent à partir de résultats déjà connus, que l'on vise le résultat non encore connu. Le danger, c'est que l'on trouve toujours ce qu'on avait déjà trouvé. Et une bonne recherche, celle qui aurait le meilleur rapport qualité-prix, serait bien entendu la recherche qui trouverait très vite ce qu'on savait déjà pouvoir, donc devoir trouver. Un vaccin en un an. Alors la recherche n'est peut-être pas comparable à l'industrie pharmaceutique en philosophie. En philosophie, la véritable recherche consiste à trouver non pas ce qu'on voulait trouver, ce qu'on avait prévu de pouvoir peut-être trouver, mais de trouver ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Et ceci est vrai en philosophie, mais je crois que c'est vrai dans les sciences dites dures, et tout autant, c'est quand il y a une véritable découverte, c'est justement la découverte de ce qu'on n'avait pas prévu. Alors, comment peut-on, si je puis dire, organiser la recherche pour qu'elle ne découvre pas seulement ce qu'on voulait découvrir, et qui finalement ne change pas grand-chose au paysage épistémologique, mais
à quoi on ne pensait pas. Eh bien, il faut, comme disait Aristote, être up aleteias anan katzomenoi, forcé par la vérité. Alors, comment peut-on être forcé par la vérité? Eh bien, en faisant ce que nous avons fait, sans savoir que nous étions ainsi aristotéliciens et que nous avions une profonde position épistémologique, nous devons commencer à ne pas comprendre. Je déplore que tant de programmes de recherche, de laboratoires de recherche, de thèses soient construites sur le fait qu'on comprend quelque chose et donc on va le développer. En fait, la recherche, ça commence quand on ne comprend pas. Et tant qu'on n'a pas compris ce qu'on ne comprenait pas, on ne fait rien. Ou si on peut faire des gros livres, mais qui ne serviront à rien. Et c'est la grande leçon que je retiens de ce que nous avons fait. Nous avons commencé par ne pas comprendre et nous nous sommes mis au travail. Et c'est seulement après que nous avons cherché des alliances, des supports financiers, administratifs, que nous avons d'ailleurs trouvé sans difficulté, sans jamais nous constituer en institut de recherche. Parce qu'en un sens, la recherche ne devrait jamais s'instituer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans la recherche. Je pense même que c'est le contraire. C'est quand la recherche n'est pas une institution qu'elle est véritablement un travail de découverte. Ce sont les leçons que nous avons reçues. Et je voudrais... je viens de publier le 3e recueil d'études cartésiennes, questions cartésiennes. Et j'ai constaté que le premier texte qui se trouve dans le premier volume a été prononcé à Lecce pour célébrer l'anniversaire, la publication des actes du colloque. Et j'étais venu ici même présenter quelque chose là. C'était le premier texte du premier volume. Eh bien, ma chère Julia, je remets au centre de Cartesio et à l'Université Salento le 3e volume, avec la réédition du premier volume, 3e volume, où l'un des derniers textes a été prononcé à Lecce. Je vous remercie de votre attention. Signore, signori, buonasera. Il me semble que c'est vrai que Descartes s'est bien trompé. Au sud de l'Italie, il n'y a pas toujours la chaleur. C'est vraiment clair. E per me è un grande onore partecipare a questa celebrazione, allo stesso modo in cui lo è poter omaggiare Giulia Belgioioso di questo volume, curato insieme al professor Vincent Carreau, che ha avuto la cavalleria di lasciarmi la parola per primo, così come avrò poi il piacere di passargliela, consentendo così al direttore del Centre d'études cartésiennes, la prestigiosa istituzione parigina, il cui centro gemello ho l'onore di dirigere, di chiudere le relazioni di questa giornata. Cartesius et Doctus, ommage a Giulia Belgioioso, il volume che ho qui davanti a me, è anche il titolo della giornata di studi con cui il 6 ottobre 2017 celebrammo Giulia Belgioioso al momento in cui la fondatrice del Centro Studi su Descartes, oggi intitolato all'indimenticato Ettore Loiacono, lasciava insieme il suo insegnamento e la direzione del centro che aveva creato. Cessazione del suo servizio istituzionale, ma non certamente anche scientifica, come attesta fra l'altro l'instancabile operosità di studiosa che ha caratterizzato la sua attività di questi ultimi 2 anni in molteplici direzioni. L'ultima quella della guida sicura del grande progetto online della bibliografia cartesiana, ma anche della direzione della prestigiosa collana di Brepols, che ospita peraltro anche Cartesius et Doctus, oltre che la sua illuminata presenza in tanti, per non dire in tutti probabilmente, gli eventi che, seppur recentemente messi a dura prova
dall'emergenza epidemiologica, hanno, anche in questi tempi recenti, unito la comunità scientifica cartesiana degli ultimi anni, fra cui la sua partecipazione attiva al ciclo di incontri su filosofia e medicina in età cartesiana, sempre coorganizzato col Centre d'études cartésiennes. D'altronde l'idea di quella giornata dell'ottobre del 2017 e più particolarmente del volume che ne è seguito fu quella non meramente di raccogliere una serie di interventi dei massimi studiosi della storia e della filosofia del Seicento su tematiche particolarmente rilevanti in ambito cartesiano, ma quella di dare un'idea, per quanto limitata, dell'ampiezza dell'attività di una studiosa che, sul piano scientifico ed istituzionale, come ha ricordato il nostro magnifico rettore, ha segnato anche attraverso la partnership col centro parigino la ricerca cartesiana degli ultimi 30 anni. Ecco perché questa raccolta di articoli, ne parlavamo con il professor Carreau, è bensì un omaggio nel senso più classico del termine, ma tutt'altro che formale, perché esso ha inteso collegarsi, grazie anche all'attenzione dei contributori, agli assi principali dell'attività di ricerca di Giulia Begioioso. E così facendo esso scopre in realtà un mondo. Ci si accorge di fatti immediatamente, non fosse che sfogliandolo, questo volume, che gli studi che vi figurano concernono gli aspetti più importanti insieme della filosofia di Descartes e della storia del cartesianesimo, in un percorso che variamente conduce dalla seconda meditazione a Paolo Matteadoria, Jean-Robert Armogat, dalla Mathesis Universalis, Frédéric Debusson, a Cristina di Svezia, Carlo Borghero, dalle questioni di metodo e dagli aspetti apologetici, Vincent Carreau, all'Homme, Dan Garber, dal mito del solipsismo, Denis Cambouchner, a Sant'Agostino e Montaigne, Jean-Luc Marion, da un saggio su filosofia e medicina del XVII secolo, il caro collega Fabio Sulpizio, e anche membro del Centro Cartesiano di Lecce, ai dibattiti sull'Eucaristia a Port-Royal, Martin Pescherman, e alla condanna di un locchiano italiano, Marta Fattori. In questo senso, tale volume, che come tutte le raccolte di saggi soffre sempre in maniera plateale, direi nel caso presente, il limite della parzialità, riesce pur tuttavia ad essere una testimonianza alquanto fedele dei percorsi di studio di Giulia Begioioso e al tempo stesso degli assi fondanti della sua ricerca, ricca, trasversale, imponente, dai suoi interessi per Paolo Matteadoria e più in generale per il cartesianesimo italiano, alle donne filosofe, dalle incursioni, che pure non ha disdegnato, lei storica così attenta alla metafisica di Descartes, alle edizioni, dalle immagini di maniera, i miti appunto storiografici, a un autore a lei così caro come Montaigne. Il tutto attorno alla figura di Descartes, che di questi multiformi interessi costituisce il punto di solida intersezione, certamente rappresentato in maniera eminente dall'edizione della corrispondenza e delle opere, ritenendo peraltro Giulia Begioioso che il lavoro di edizione costituisse sempre la base imprescindibile per ogni successivo percorso non solo speculativo, ma anche storico-filosofico. Cartesius et Doctus è completato da una serie di testimonianze di colleghi, allievi, amici e forse anche considerata la natura dell'occasione per cui qui conveniamo, la cosa più fruttuosa per completare la mia presentazione di questo volume sarà quella di richiamare alcuni stralci, per usare un termine a Giulia Begioioso assai caro, esimia studiosa di Bayet, quale è. E cioè di citare, no, questi omaggi nell'omaggio, qualche stralcio appunto, con la precisazione d'obbligo che in essi, certo toccanti umanamente, va detto, la parte emotiva non prevale mai su quella scientifica, didattica, istituzionale, oltre che umana, che essi hanno inteso e sono, a mio modestissimo avviso, riusciti a restituire. Il discepolato, anzitutto, per cui due ormai cartesiani affermati, all'epoca giovani dottorandi, come Sigrid Agostini e Francesco Marrone, ricordano l'una di essere stata, cito, presa sotto la sua ala e formata come studiosa, l'altro di aver maturato una parte consistente della sua formazione in quei momenti a contatto con Giulia Begioioso, con i suoi collaboratori, il suo centro e appunto la cartografia complessa delle sue relazioni internazionali. Queste relazioni internazionali e questa produzione scientifica per cui Roger Heriot remember the efficiency and great conviviality of the meetings organized by Giulia Begioioso, così come i suoi outstanding works. Ecco perché Franco Meschini scrive, ricordando il momento della scoperta del mondo cartesiano che si muoveva attorno al centro leccese,
che ai suoi occhi si materializzarono, cito ancora, l'uno dopo l'altro con i loro volti, nelle loro fisionomie, i nomi di Pierre Costabelle, Jean-Robert Armogat, Geneviève Rodier-Lévis, Jean-Luc Marion, Jean-Marie Bessade, Paul Dibon ed Ettore Loiacone, e poi i più giovani, Carlo Borghero, Guido Canziani, Arcangelo Rossi, Maria Franca Spallenzani e i compianti Maurizio Mamiani e Giorgio Israel. Molti altri ovviamente, ricorda Franco Meschini, erano presenti, e non solo fra i relatori, per tutti basterà ricordare Ludovico Gemonat e Antimo Negro, oltre che Tullio Gregori. Una Ianua leccese, la si potrebbe forse chiamare, se anche Costantino Esposito ricorda come quando negli anni '80 la sua maestra Ada Lamacchia entrò nel collegio dei docenti del dottorato in filosofia dell'Università Salentina, quest'ultima avesse come aggancio di riferimento una certa docente che rispondeva al nome di Giulia Belgioioso. Per me, scrive Costantino Esposito, quel nome si identificava con l'Università di Lecce. Ed è dal cuore del centro cartesiano e dei suoi rapporti istituzionali che Giulia Belgioioso ne avrebbe poi fondato addirittura uno di dottorato filosofico, insieme alla Sorbonna, come sappiamo. Internazionalizzazione a proposito della quale Maria Cristina Fornari, che di quel dottorato è oggi coordinatrice, assistita dalla collega Alessandra Beccarisi, ricorda come in un periodo in cui la parola internazionalizzazione non era ancora abusata, quando poco o niente era ancora finito sotto la scure dell'aziendalismo accademico, l'idea di Giulia Belgioioso, la sua necessità era già quella di proiettarsi in avanti, oltre il localismo, in primo luogo, per consentire ad un piccolo ma giovane ateneo di competere al pari di altre realtà geograficamente più felici, oltre il provincialismo, coi suoi pregiudizi di genere che, non nascondiamocelo, cito, ancora perdurano. Ma sarebbe un errore pensare che la dimensione internazionale abbia limitato l'impegno più strettamente locale della fondatrice, che anzi proprio in loco volle mettere a disposizione le sue pur così operosamente guadagnate conquiste estere. Così Francesco Fronterotta, che mi precedette ormai 3 mandati or sono nella presidenza dei corsi di laurea filosofici, ricorda difatti come sottoposti con tutto il comparto umanistico a una politica nazionale e locale estremamente aggressiva, i filosofi leccesi di scienze della formazione hanno avuto in Giulia un esempio e una guida instancabile nel sottolineare l'imprescindibilità degli studi filosofici, e specialmente storico-filosofici, nella formazione degli individui nell'odierna società che si suole definire globale, in una linea di continuità con la più luminosa tradizione propriamente italiana e che ci vede ancora oggi, nonostante la continua e progressiva compressione economica, sociale e morale del mondo universitario, in una posizione di leadership nelle discipline umanistiche. Non credo di cedere, dice Fronterotta, a una facile idealizzazione dei ricordi se affermo che non vi è stata occasione in cui Giulia abbia mancato di far sentire la sua voce e il suo ragionamento in favore di un equilibrato sviluppo dell'area filosofica, in nome di quei criteri del merito e del lavoro che hanno anticipato di alcuni anni, e secondo modalità decisamente più appropriate, concrete e intelligenti, la stagione delle valutazioni, dell'insegnamento e della ricerca, che poi seguita, che a volte ci affligge. E mi ricollego anche a quello che ha detto poc'anzi il professor Marion. Lo ricapitola su quest'ultimo punto, su cui certo mi pare di poter dire con certezza assoluta, fa fede il mio ruolo di curatore, di editore, gli autori non si sono certo accordati. Con una sintesi perfetta Fabio Sulpizio. Poche persone, cito, come Giulia Belgioioso, sono state capaci di pensare globalmente e agire localmente, consapevole del fatto che globale e locale non sono davvero scindibili. E che in tutto questo agiva, con una parola felicemente individuata da Gilles Oliveau, un circolo vizioso, di formazione professionale, un vrai cartésien, un circolo virtuoso, senza più distinzione fra piano locale e piano internazionale. Attorno a questo, alla base di questo, la donna, i suoi tratti umani, e cioè la serietà scientifica, l'inesauribile operosità, la concretezza organizzativa, la fermezza morale, la sensibilità umana, la preziosa franchezza, la fresca ironia, ricordati sobriamente da Giuliano Gasparri, tratti per cui Alberto Frigo si spinge a dire, giustamente, come un bon générosité cartésienne, Giulia è riuscita a essere un modello e un catalizzatore di generosità intellettuale. Non si tratta di semplice passione, ma di una virtù espansiva, che trasmette un'incandescenza fredda e proprio per questa più duratura. Una virtù fatta di audacia,
e di pragmatismo, di forza e senso del particolare. La virtù rara, dice Frigo, dei costruttori capaci di edifici nuovi e solidi. Queste doti, certo, non possono darsi senza fermezza, quella fermezza che può essere e anche è stata anche durezza, no? Ma che rivelano l'una e l'altra, e chi non ne ha avute d'altronde, come ogni città barocca che si rispetti, del resto, la bellezza e la visione dell'insieme. Quella visione di insieme che non deve sfuggire e che prima di tutto viene. E che così tanto spesso io, mio caro amico e grande studioso, che del centro cartesiano fu per tanti anni lucido segretario scientifico, Massimiliano Savini, in uno dei rari momenti di pausa di quegli anni duri e felici, finivamo sempre, senza eccezioni, per riconoscere sereni e felici di essere qui con lei e con gli altri. Ecco perché, per rivenire alla giornata di oggi, e come pure all'interno di uno dei contributi che sopra ricordavo si trova autorevolmente scritto da parte di Marta Fattori, oggi più che festeggiare vogliamo ringraziarla, Giulia Belgioioso, e questo è il senso dell'omaggio di Cartesius ed Octus. Mi sia consentito ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, in particolare la segreteria del rettore dell'Università del Salento, insieme alle delegate alla gestione degli spazi e gli eventi Ivana Ingrosso, e all'internazionalizzazione, il cabinet della Sorbonne Université nella persona del signor Jean Bouvard-Divoire, con l'auspicio che la celebrazione di oggi non sia il semplice ricordo di una data, per quanto importante, ma un memoriale, nel senso laico del termine, in quanto intende non solo ricordare quell'evento fondatore, ma anche rinnovarlo, con l'impegno a consolidare e a sviluppare questa partnership internazionale di assoluto prestigio e dal cruciale profilo strategico. Grazie. Je remercie le Magnifico Rettore Pollice de son invitation, évidemment, et je remercie également le président Chambas de sa venue, et tous deux de l'intérêt porté à ces deux centres qui, à l'échelle d'une université, sont évidemment deux centres microscopiques, à la fois par leur budget et par leur personnel. Le Centre d'études cartésiennes de Paris-Sorbonne n'est même pas une unité de recherche, c'est une partie de l'unité de recherche créée par Jean-François Courtine et Jean-Luc Marion il y a 15 ou 20 ans, l'UR 3552. Mais c'est la petitesse de ces centres, leur caractère même microscopique à l'échelle de l'université, ne témoignent pas moins, je crois, d'une recherche féconde, et je les remercie de leur présence pour cela. Comme les mauvais jurys de thèse, je ne voudrais pas prendre la parole en dernier en me contentant de dire tous mes collègues ont déjà tout dit, je n'ai donc plus rien à dire, je me rallie simplement aux congratulations qui ont été faites. Mais je voudrais à la place réfléchir 3 minutes avec vous sur ce que peut signifier aujourd'hui être cartésien. Mon vieux maître avait l'habitude de citer lui-même son vieux maître, c'est Ferdinand Alquier, qui disait qu'un professeur devait être jugé à 3 choses, vous me corrigerez si je me trompe Jean-Luc, les cours qu'il donne, les collègues qu'il fait entrer à l'université et les livres qu'il écrit. Les cours qu'il donne, je ne vois pas, chère Julia, ici tes étudiants, et de toute façon chacun sait que la gratification d'un professeur envers ses étudiants est toujours très tardive, voire posthume, donc ils ne sont pas là. Les collègues que tu as fait entrer à l'université, tu les as cités tout à l'heure, je ne voudrais pas les faire rougir, surtout Igor qui est devant toi, je n'en dirai donc rien. Quant aux livres que les professeurs écrivent, je dois dire que les tiens sont particulièrement monomaniaques. Tu as commencé par travailler sur les cartésiens napolitains, le rapport entre Naples et Lecce était capital, c'est l'origine des travaux de Madame Belgioioso, et ensuite tu t'es contenté de publier ou bien des colloques sur Descartes, ou bien des reprints d'œuvres de Descartes, ou bien des articles sur Descartes, bref, quelque chose de profondément et uniquement, exclusivement cartésien. C'est évidemment, ce centrage cartésien est évidemment une maladresse profonde, puisque tout le monde sait qu'être cartésien aujourd'hui a très mauvaise presse. Il paraît évidemment qu'être méthodique contredit toutes les qualités que notre époque exalte. L'adaptation, la souplesse, la mobilité, la polyvalence, que sais-je encore. J'interromperai donc ici mon éloge par antiphrase pour ajouter aux 3 piliers de Ferdinand Alquier un 4e pilier qui a, je crois, largement contribué au progrès stupéfiant de la science cartésienne, à sa technicité et à son érudition, et qui, je crois, n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la philosophie, sauf peut-être du côté des études aristotéliciennes et husserliennes, et encore, je n'en suis pas tout à fait sûr. Le centre, ce 4e pilier, c'est évidemment la création du centre de Lecce, du Centro di Studi su Descartes et il Seicento, devenu le Centro Dipartimentale, je ne me trompe pas, di Studi su Descartes et Torello Iacono.
Et puis, bien sûr, la participation depuis 1994 de nos collègues italiens au bulletin cartésien dont s'occupe maintenant Dan Arbib. La création du Centro en 1998, elle a été rappelée. Et surtout, le doctorat international Paris-Lecce, créé en 2000, et désormais qui intègre désormais, évidemment, les échanges avec Köln, avec Cologne. Ce magnifique résultat est le résultat, je dois dire, l'œuvre d'une seule personne, qui est Giulia Begioioso. C'est sur ce paradoxe que je voudrais insister un instant, en citant d'abord le discours de la méthode, où Descartes dit que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonnés que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder. Et en effet, le Centro de Lecce n'a pas fait de raccommodage, mais il a créé sous la direction d'un seul architecte, qui est Giulia Begioioso. Le paradoxe, c'est qu'un seul architecte, ça ne veut pas dire un seul. Un seul architecte, ça veut dire un seul architecte, mais ça veut dire aussi une équipe qui l'entoure. Et je voudrais terminer ce propos en m'adressant particulièrement aux doctorants pour y insister, à savoir comment se peut-il que ce soit le résultat et l'œuvre d'une seule personne et en même temps d'une équipe. La philosophie, nous le savions évidemment avant de connaître le centre de Lecce, la philosophie est une recherche absolument singulière. Ça, nous le savions depuis longtemps. Et pourtant, et c'est là le paradoxe que je voudrais lever, et pourtant, c'est une recherche collective qui a pour nom l'équipe et qui a pour nom le centre d'études cartésiennes ou le Centro de Lecce. Il n'y a pas là un paradoxe, et de ce point de vue-là, je pense que le centre d'études cartésiennes et le Centro di Studi su Descartes sont exemplaires depuis 20 ans ici, depuis 50 ans à la Sorbonne, qui en effet aurait pu imaginer un même centre, par exemple, et deux mêmes études fédérées entre 1937, le troisième centenaire du discours de la méthode, et 1987. C'est même inconcevable. Or, c'est le cas, évidemment, depuis 1987. De sorte que, si je peux résumer d'une formule, ce que Lecce a de meilleur, c'est nous. Mais, si je peux dire la formule, elle n'a de sens qu'à être également complémentaire, ce que nous avons de meilleur au centre de Sorbonne, c'est vous, bien sûr. Qu'est-ce que c'est donc qu'un travail en équipe en philosophie ? Je pense que c'est un travail d'abord, alors Jean-Luc Parion l'a déjà caractérisé, je vais le dire d'un autre point de vue, c'est un travail, je crois, en équipe, c'est un travail qui réunit des jeunes et des vieux. Et c'est le point sur lequel je veux insister aujourd'hui. On dit que les vieux profs ont l'avantage par rapport aux autres métiers de rester en contact avec les jeunes, au moins pour les faire travailler. C'est indiscutablement vrai. Mais il y a aussi un privilège de la jeunesse sur lequel je voudrais insister. Être jeune, c'est évidemment connaître des vieux. Or, il y a vieux et vieux, et c'est ce point que je veux développer. Je repartirai de 87 et de la notion de transition. Jean-Luc Marion a développé tout à l'heure les deux axes horizontaux et verticaux. Je voudrais insister, redire la même chose un peu différemment, en insistant sur la différence de ce que j'appellerais des cycles dans les études italiennes et dans les études cartésiennes en histoire de la philosophie, et particulièrement en cartésianisme. L'âge que j'ai atteint maintenant me permet en effet de distinguer ce que j'appellerais des vrais vieux et des faux vieux. Alors je vais vous expliquer. Les vrais vieux, c'est ceux, je dirais, qui sont nés entre Étienne Gilson et Ferdinand Alquier. Ferdinand Alquier était né en 1906, Gilson vers 89, quelque chose comme ça. Ça, c'était les vrais vieux. Et puis les faux vieux, ceux que j'appelle les faux vieux, ce sont ceux qui sont nés un peu après les vrais vieux. Et je prendrai comme date symbolique Pierre Costabel, né en 1912, évidemment Paul Dibon, né en 1915, Madame Brodis Lévis, né en 18, ou après la guerre, Ettore Iacono, né en 25, et je terminerai en évoquant évidemment, comme chacun ici l'a présent à l'esprit, la mémoire de Tullio Gregori, né en 29. Ce sont ces faux vieux qui, me semble-t-il, ont permis une transition, une translation, pour parler comme Tullio Gregori, qui a marqué parfaitement le colloque de 87, sur lequel j'assisterai comme tout le monde ici, une sorte de passation, non pas de passation de pouvoir, puisqu'il n'y avait pas de pouvoir, mais une passation d'autorité philosophique. Je veux dire par là que Costabel et Loiacono en particulier sont venus à la philosophie de Descartes et l'ont éclairée du point de vue de l'histoire des sciences d'abord et de l'histoire du concept de méthode. Paul Dibon l'a éclairé en insistant sur la contextualisation néerlandaise de Descartes. Et il me plaît, j'ai été très heureux de vous entendre, Monsieur le Président, citer notre ami Olivier Chaline. Olivier Chaline, les échanges entre la Sorbonne et Lecce sont bien connus, un peu moins connus ceux entre la Sorbonne et l'Université de Caen, qui était ma première université. Et la première fois que nous avions, Giulia et moi, invité Olivier Chaline, c'était pour faire contrepoint en quelque sorte à l'histoire officielle des Pouilles.
il y avait des rapports très étroits entre la Normandie et Caen et Bari, c'est-à-dire le triomphe des pouilles normandes et romanes. Et Olivier Chaline était venu faire une conférence pour indiquer qu'il y avait aussi des rapports très étroits entre les pouilles baroques, c'est-à-dire Lecce cette fois-ci, et non plus Bari, et la Normandie bien sûr. Et il me plaît de rappeler que dans le tout dernier bulletin cartésien qui vient de sortir, le 50e, il y a également un article que j'ai co-signé avec Olivier Chaline sur Neubourg. Nous avons fêté le 4e, en novembre 2019, nous avons fêté le 4e centenaire des songes et de l'Inventio Mirabilis de 19, et il y a également un article d'Olivier Chaline. Donc Olivier Chaline, et comme l'était Paul Dibon pour la contextualisation néerlandaise, Olivier Chaline a beaucoup travaillé sur la cotisation historique de Descartes, puisque chacun sait que Descartes a travaillé exactement à la même période que la guerre de 30 ans. Il a commencé en 18, il n'est pas mort en 48, mais en 50, il a exactement les dates de la guerre de 30 ans. Après Costavel, Loyacono ou Dibon, je mentionnerai évidemment Tullio Gregori, qui nous a appris à entrer en Descartes à partir du Moyen-Âge. C'était là préparer la place pour des travaux nouveaux, dont je ne dirai rien, si ce n'est pour souligner la nouvelle donne dans la recherche, c'est-à-dire le rapport direct d'Aristote, de Descartes à Aristote et à l'histoire de la métaphysique. Mais vous voyez qu'en quel point le colloque de 87, c'est le point sur lequel je veux évidemment insister, à quel point le colloque de 87 a été véritablement une période de transition absolument décisive dans cette histoire, et le décalage de ce que j'appelle cycle entre la recherche italienne et la recherche française a été décisif. Dire que notre avenir sont les doctorants, c'est dire évidemment une banalité. Et en même temps, c'est dire autre chose qu'une banalité, puisque je vais à mon tour souhaiter aux études cartésiennes, et en particulier aux deux centres et à l'accord qui les lie, je vais également souhaiter une grande stabilité. Je dois à notre collègue Emmanuel Catin, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, puis à cause d'un autre colloque pour lequel il est engagé, une citation de Schelling dans les Weltalter que je vous livre tel qu'il me l'a envoyé. Den wie die Dinge stehen bleiben, car faire en sorte que les choses demeurent stables, ist keine geringere Aufgabe, n'est pas une moindre tâche, als wie sie sich entwickeln, que de faire en sorte qu'elle se développe. Et ce développement qui est initial et qui a été une grande tâche qui était due essentiellement, ainsi qu'à Jean-Robert Amogat et à Jean-Luc Marion, la tâche qui nous incombe, nous, n'est pas seulement le développement de cela, mais faire en sorte que les choses soient stables. C'est le point capital. Je conclurai en expliquant pourquoi je m'adresse particulièrement aujourd'hui aux doctorants. Aux doctorants, pour fêter un anniversaire dont ils sont évidemment absents, puisqu'ils n'étaient pas là, peut-être pour certains d'entre eux même pas nés, quand il y a eu le colloque de 87 et a fortiori en 71 quand le centre d'études cartésiennes est créé. Pour trois raisons, me semble-t-il. D'une part, parce que la recherche doctorale obéit à un modèle profondément cartésien. Descartes, comme vous le savez, est l'auteur des Regulae ad directionem ingenii, des règles pour diriger l'esprit ou pour diriger les esprits. Or, diriger une thèse, c'est justement pas la diriger au sens ordinaire où on l'entend, mais c'est essentiellement indiquer une direction. Et c'est cette direction que Descartes nous montre dans les Regulae, qui ne consiste pas à accompagner le doctorant dans toutes ses étapes, qui ne consiste pas à savoir à l'avance ce qu'il doit prouver, mais bien à lui donner une direction de recherche. Deuxièmement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple qui a été fait ici, parce que la recherche en philosophie, elle est à la fois une recherche singulière et la recherche qui a lieu dans une équipe. Ces équipes de recherche s'appellent à Paris le Centre d'études cartésiennes, s'appellent ici le Centro di Studi su Descartes. Or, au centre de ces centres, il y a, si je puis dire, Descartes. D'où ma troisième et dernière remarque. S'il y a eu réussite de ces centres, ce n'est pas indifférent à l'objet de la recherche elle-même. Ce n'est pas pour rien que ces recherches portaient sur Descartes, et c'est l'auteur lui-même, Jean-Luc citait Aristote, et le concept de vérité, c'est évidemment la recherche parce qu'elle porte sur Descartes, parce que Descartes a été au centre, qu'elle a porté ses fruits. Qu'est-ce que ça signifie que Descartes a été au centre? Il me semble que ça signifie que Descartes est au centre de l'histoire de la philosophie, telle que nous entendons en faire. J'entends par là, évidemment, que Descartes est exactement au centre, non pas au centre simplement de nos centres, mais au centre, c'est-à-dire exactement à mi-chemin entre Aristote et la phénoménologie, entre Aristote et Hegel. Quand je dis à mi-chemin, je suis très précis. Je veux dire par là que, pour nous, Aristote, c'est il y a 8 siècles. C'est la fin du XIIe siècle, quand Aristote a fait son entrée en Occident, quand les traductions d'Aristote l'ont fait entrer. 8 siècles. Au centre de ces 8 siècles qui nous séparent d'Aristote, il y a exactement Descartes.
De l'entrée d'Aristote à Descartes il y a 4 siècles, de Descartes à nous il y a exactement 4 siècles. De sorte qu'entre Aristote et la phénoménologie, entre Aristote et Husserl et Heidegger, il y a exactement en son centre Descartes. C'est toute l'histoire de la métaphysique donc qui se trouve ainsi ouverte, de son origine à sa fin. Descartes est à mi-chemin, si je puis dire, entre Aristote et nous. Et si Descartes est l'objet des deux centres, c'est précisément parce qu'il reste au centre, philosophiquement parlant. Je vous remercie. Di questo volume. Prego. Le titre de cet ouvrage est Cartesius et Doctus, hommage à Giulia Belgioioso. Grazie. Sapevo. C'est assez intéressant, tu verras, il y a des choses intéressantes. Sono veramente grata alle parole di affetto, Igor, Jean-Luc, tutti quanti che diciamo mi hanno riconoscimenti che mi sono stati fatti e che vanno al di là di quello che io immaginavo nell'87, l'abbiamo detto, no? L'ha detto chi in quegli anni era di fianco a me, Jean-Robert e Jean-Luc. Nessuno di noi immaginava che saremmo arrivati a questi risultati, dove le cose importanti sono la ricerca che è stata fatta, cioè questo momento felice in cui effettivamente diciamo ci siamo trovati, c'è stato un momento in cui alcune esigenze che riguardavano, diciamo, che ci spingevano all'interno delle ricerche che in Francia e in Italia venivano fatte, hanno trovato un momento in cui si sono incontrati. Ma soprattutto è stato detto, e voglio ripeterlo, sono contenta che oggi ho visto che c'è un interesse vero da parte, un interesse reale, quindi io sono sicura che questo porterà a risultati di consolidamento, ecco, del lavoro che è stato fatto in fondo un po' così in maniera, come posso dire, un po' pionieristica. Adesso abbiamo 2 rettori qui, allora hanno firmato un accordo che non si sapeva bene dove avrebbe portato. Oggi abbiamo 2 rettori, io veramente di questo sono molto contenta, ecco, è una cosa che mi rassicura e che mi rassicura soprattutto per gli studi su Descartes, il 600 eccetera, e per i giovani. Noi qui abbiamo formato veramente generazioni di giovani. Io non so chi l'ha scritto, ma noi abbiamo, e siamo filosofia, cioè in fondo nicchia dappertutto, la filosofia è una nicchia, in Francia, in Italia, dappertutto. Noi abbiamo un centinaio di dottorandi che sono stati formati da quando abbiamo dato vita al dottorato internazionale. Non è poco, ragazzi che hanno lavorato qui, che hanno lavorato a Parigi, ragazzi che sono venuti da Parigi qui, quindi questo è veramente un risultato importante. E di questo io voglio dirvi, non lo so che cosa voglio dirvi che insomma sono molto contenta che questo sia assicurato anche per il futuro. Grazie. Grazie Igor.
forse posso fare le veci dell'organizzazione per dire che adesso facciamo una piccola visita alla Sala della Grottesca dove vi saranno dei regali che il nostro magnifico rettore ha riservato ai nostri ospiti francesi. Donc, on peut se rendre à la Salle de la Grottesca où il y a des petits cadeaux que notre magnifico rettore a réservé pour la délégation française. Ah, al ristorante, la Grottesca andiamo.